Les sciences sociales et l'épidémie de Covid-19. On va démarrer cette table ronde sur les traces et mémoires de la pandémie Covid-19, organisée par l'Institut Covid-19 Ad Memoriam, avec pour invités Jean-Paul Demoule, Georges Vigarello et Antoine Garapon. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui pour cette table ronde. On va s'interroger en discutant, pas trop formellement on espère, sur 2-3 sujets en particulier, revenir sur ce moment singulier, ou pas, qu'a constitué la pandémie Covid-19 à la société française. Est-ce qu'on peut parler de moment singulier? Si oui, comment le définit-on? Vous avez des perspectives très différentes sur ce sujet-là. Ça va être assez passionnant de vous entendre. On va aussi essayer de revenir avec vous sur la notion de trace et de mémoire de la pandémie dans le cadre de ce moment singulier, ce moment de rupture ou pas que l'on a pu vivre ces derniers mois dans lequel on est encore aujourd'hui. Alors peut-être on va commencer avec Jean-Paul Demoule. On connaît ses travaux, professeur émérite de proto-histoire européenne à l'Université de Paris, Panthéon-Sorbonne, membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Vous avez beaucoup travaillé sur la néolithisation de l'Europe, sur les sociétés de l'âge du fer et sur l'histoire de l'archéologie et son rôle social. Et en particulier, vous avez beaucoup écrit, beaucoup réfléchi, beaucoup parlé de la question des usages publics et politiques de l'archéologie. Et dans ce cadre, vous avez beaucoup publié, je ne vais pas lister l'ensemble de vos travaux, mais dans ce cadre, j'ai été en particulier frappée, c'est une raison d'invitation aujourd'hui, par ce que vous avez écrit dernièrement dans un tract chez Gallimard ou dans un article de la revue Histoire paru en septembre 2020 sur Covid-19. Et en particulier, vous êtes revenu sur la période de confinement analysée sur le temps long, en montrant que finalement, c'est en tout cas pour vous, on n'a pas affaire à un moment de rupture, mais plutôt d'une évolution sur plusieurs millénaires de sociétés qui se resserrent progressivement et peut-être, en tout cas dans leur mode de vie, et que peut-être le confinement serait l'aboutissement ultime d'une évolution plurimillénaire. Donc on est très intéressé de vous entendre aujourd'hui. On vous remercie peut-être pour cette première prise de parole qui sera suivie par Georges Vigarello et Antoine Garapon, que je vous présenterai à chaque fois peut-être. Merci à vous. D'accord. Donc ça a enregistré ou pas du tout? D'accord. Je ferai attention si vous pouvez tenir le micro en haut, les garçons. Ce serait parfait. Merci. Bien. Ça marche? Non, j'ai pas l'impression. Ça marche pas. Oui? Non? Je sais pas, ça ressemble à un truc. Ça ressemble à un micro qui marche pas. Oui, là quand même, il y a une différence, oui, c'est ça. Bien. Oui, ces problèmes techniques n'existaient pas au néolithique, ou alors ils étaient différents. Et effectivement, quand on m'a proposé d'écrire un texte au moment du confinement et en examinant ça à la lueur des millénaires, il m'a semblé que ce n'était pas si nouveau que ça de deux points de vue. D'une part, effectivement, les épidémies arrivent avec ce qu'on appelle dans notre jargon le néolithique, c'est-à-dire l'invention de l'agriculture sédentaire il y a 10-12 000 ans au moment de l'actuel interglaciaire, donc de manière indépendante de différents points du monde. Donc les maladies existaient déjà, mais avec ces concentrations humaines croissantes qui font qu'en 10 000 ans, on est passé de 2 millions d'humains à 7 milliards, eh bien ça va évidemment favoriser les épidémies, notamment aussi avec la concentration avec les animaux domestiques ou les animaux dits commensaux comme les rats et autres. Mais par ailleurs, effectivement, qu'il y a une espèce de logique historique du confinement, puisque jusque-là, on était chasseurs-cueilleurs plutôt nomades. En général, on nomadisait
au gré des ressources saisonnières. Et à partir du moment où on invente l'agriculture et l'élevage, où on va domestiquer les animaux et les plantes, eh bien, on invente le confinement en inventant les maisons. Jusque-là, on se déplaçait. Bon, il y a toujours des exceptions à tout. Donc, il y a des exemples de sociétés de chasseurs-cueilleurs sédentaires dans des milieux particuliers, notamment liés aux ressources aquatiques. Mais là, ça se généralise. On se confine dans des maisons qui sont à l'intérieur du village, d'où on va sortir que pour cultiver les champs qui sont évidemment à distance immédiate, ou s'occuper des animaux qui sont soit enfermés dans le village, soit dans des prés près. Et les espaces sauvages, eux, vont être beaucoup plus lointains et de moins en moins explorés, et vont même reculer de plus en plus au fur et à mesure de la croissance démographique. Donc si on poursuit cette trajectoire, ben effectivement, avec cette croissance démographique, on va déboucher sur les villes. Dans les villes, une partie de la population n'a plus besoin de sortir, puisqu'il y a les boutiques, il y a les commerces. On a tous vu comment c'était organisé à Pompéi, par exemple. Donc certes, il y a toujours des paysans, mais les produits arrivent vers les villes. Et puis les villes et l'État vont inventer toutes sortes de nouvelles professions sédentaires. Le clergé, la bureaucratie, les scribes, la police, tout ce qui concerne le fonctionnement de l'État. Et en même temps, pour gérer ces masses croissantes, on va inventer des moyens de communication à distance avec l'écriture. Et ensuite, tout se déroule assez logiquement, puisque à partir de l'écriture, eh bien, on aura, si on saute 1 ou 2 millénaires, eh bien, le télégraphe et finalement Internet. Et de même pour le travail, d'une certaine façon, le télétravail est simplement l'aboutissement logique de cette tendance lourde au confinement progressif, et qui d'ailleurs qui avait été bien anticipé dans la science-fiction des années 50. Des gens comme Asimov présentaient des sociétés futures justement où chacun est dans sa boîte, chacun est dans sa bulle. Alors ça pourrait paraître un paradoxe parce qu'on dit mais on n'a jamais autant voyagé, les avions, etc. Mais le tourisme ne concerne qu'une petite partie de l'humanité. Les marchandises voyagent de plus en plus seules dans les porte-containers. De plus en plus de tâches sont robotisées, ce qui pose évidemment d'autres problèmes. Donc voilà du point de vue de l'étude du point de vue d'un préhistorien et de l'étude donc du néolithique et de l'apparition de l'agriculture sédentaire, on peut penser que ce qu'on a, aussi bien du point de vue du développement des épidémies, d'une part, que du point de vue d'un enfermement progressif, on est dans une sorte de logique de l'histoire d'Homo sapiens. Donc, on ne peut évidemment pas prévoir la suite, mais qui, même si effectivement ce moment, comme vous le disiez au début, est un moment tout à fait particulier, aucun de nous serait attendu à le vivre un jour, néanmoins, il n'est pas complètement illogique et surprenant. On va essayer, ça va mieux maintenant. Merci à vous pour votre intervention. Peut-être maintenant, on donne la parole à Georges Vigarello, historien, directeur d'études à l'EHESS, qui a beaucoup travaillé sur l'histoire du corps, l'histoire de la santé, des pratiques corporelles, de l'hygiène. On pense à, parmi de nombreux livres, en particulier sur les sujets qui nous intéressent, le sale et le propre, le sentiment de soi, ou plus récemment, l'histoire de la fatigue. Et j'ai aussi absolument tenu à vous inviter pour ce que vous avez dit récemment, il y a quelques mois, en particulier l'année dernière, mais de manière rapide, et donc sur Covid-19, et en particulier en revenant sur l'histoire d'autres épidémies, peste, choléra, variole, et une réflexion sur ce qui nous arrive aujourd'hui avec Covid-19. Merci encore une fois à vous d'être là aujourd'hui.
Merci beaucoup. Alors évidemment, moi je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. À la fois, il y a une dynamique qui va dans le sens de l'accentuation des croisements et donc des risques d'épidémie. Et en même temps, il y a une dynamique qui va dans le sens de ce que j'appellerais une certaine fixité, qui a été très bien démontrée à l'instant par Jean-Paul Demoule. Et en même temps, ce que je voudrais suggérer, c'est au sein de cette fixité, il y a quand même du relatif. Alors je voudrais faire un exposé rapide, d'une part, en confrontant des types d'épidémies qui ont surgi dans l'histoire et en m'interrogeant sur les défenses qui ont eu lieu à l'égard de ces épidémies. Et puis, dans une deuxième partie, rapidement, m'interroger sur qu'est-ce qu'implique la manière dont le confinement a été pensé dans la pandémie récente. Et je crois que ce qui est intéressant à mes yeux dans les exemples anciens, si on part par exemple de la Grande Peste en 1347-48 et si on vient jusqu'au choléra du début du 19e, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans la défense, il y a quand même eu une tentative lors de la Grande Peste d'enfermer. C'est-à-dire non seulement d'enfermer le malade, mais aussi d'enfermer dans les règlements quasi inapplicable pour tout vous dire, mais dans les règlements, je pense en particulier à ces règlements que Foucault a évoqués dans Surveiller et punir, dans ces règlements, il faut absolument fermer les portes, il ne faut plus que les gens sortent, et à la limite, il faut que les échevins prennent en charge la possibilité de les nourrir, la possibilité de la permettre de boire, etc., avec même un imaginaire de folie consistant à créer des sortes de petites rigoles en bois pour que parviennent chez eux l'eau, le vin, etc. Vous voyez, par rapport à la réalité, ça devient une sorte de montage complètement, je dirais, utopique, fou, mais qui quand même renvoie à la nécessité de les enfermer. Bon, nécessité, je le répète et j'insiste, qui a eu le plus grand mal à être complètement appliquée, évidemment. Mais on pourrait multiplier les exemples montrant que l'application a été extrêmement relative, faible, leurrante, illusoire, etc. Mais il y a un deuxième type de défense qui renvoie évidemment à une épidémie différente, qui est celle de la variole. Il y a un deuxième type de défense extrêmement intéressant pour ce qui nous concerne aujourd'hui. C'est celle qui consiste non plus à enfermer les gens et à créer une sorte de barrière autour d'eux, mais à inventer quelque chose qui consiste à les défendre de l'intérieur. Donc la variole est un exemple magnifique de ce point de vue-là, parce que l'idée a été, en se rendant compte que ceux qui sont inoculés une fois ne le sont plus ensuite, l'idée a été de provoquer une inoculation chez eux, ce qui renvoie plus tard à ce qu'a été le vaccin, mais une inoculation avec le véritable virus, dans des conditions particulières, favorables, faisant en sorte qu'on ne s'intéresse qu'à ceux qui sont en bonne santé, on les maintient dans des lieux relativement sereins, sains, etc. Et une fois qu'ils ont eu cette variole, ils sont protégés. Vous voyez, donc là, c'est très important, parce que c'est plus la barrière de l'extérieur, c'est la barrière de l'intérieur. Et puis, il y a une troisième politique qui a été... je reconnais volontiers que ce sont des maladies différentes, mais qui, en termes de pratique, c'est très intéressant comme dispositif. Une troisième politique a été celle du choléra qui a envahi l'espace parisien en 1832, maladie terrible parce qu'elle entraîne une dysenterie terrible, impossibilité de contrôler les sphincters, etc. Bon, très bien. Qu'est-ce qui a été fait? Absolument aucun dispositif d'enfermement. Accusation à l'égard des ateliers, des pauvres, etc., sans doute, mais aucun enfermement. En revanche, ce qui a été fait, qui est très intéressant, c'est la transformation de l'espace extérieur. Créer des flux d'eau, créer des flux différents, ouvrir l'air, etc., vous voyez. Et c'est une sorte de vision pré-écologique, si je puis dire. Donc on a bien trois types de modèles. Le modèle qui consiste à fermer, le modèle qui consiste à dynamiser de l'intérieur, et le modèle qui consiste à transformer l'environnement. Or, nous sommes, dans la pandémie récente, confrontés plutôt au premier modèle. Mais nous sommes confrontés au premier modèle d'une façon qui est assez différente, parce que cette fois, effectivement, le contrôle a été fort et a consisté à ce que les individus se déplacent de façon extrêmement limitée. Ça renvoie, à mon avis, c'est extrêmement intéressant comme question, ça renvoie, à mon avis, à trois types de problèmes absolument fondamentaux par rapport aux pratiques courantes. Quels sont ces trois types de modèles? Eh bien, il me semble que, anthropologiquement, si vous voulez, l'humain a besoin quand même si je suis tout à fait d'accord avec la fixité qu'évoquait Jean-Paul tout à l'heure, hein, mais l'humain a quand même besoin de bouger. Or là, il y a un interdit de bouger. Deuxièmement, l'humain, si vous voulez, il y a la catégorie de l'espace. Il faut qu'il dispose de l'espace.
il faut que l'humain dispose du temps. Deuxième grande catégorie anthropologique. Or, lorsque vous enfermez et que vous empêchez les gens de prévoir, vous venez à les mutiler quant au temps. Et troisième exemple qui a été très bien évoqué tout à l'heure lorsqu'on évoquait le cloisonnement, si vous voulez, c'est le relationnel, autre grande versant anthropologique de l'humain, le relationnel est bloqué. Vous pouvez peut-être voir l'espace restreint, mais vous ne pouvez pas voir l'espace de loin, vous ne pouvez vous déplacer. Et je trouve que ces trois grandes catégories qui ont été heurtées en quelque sorte par le dispositif de défense à l'égard de l'épidémie a eu des effets. Alors moi, j'interprète ça en disant des effets de fatigue, mais il n'y a pas que ça. Il y a des effets psychologiques, il y a des effets en quelque sorte de malaise au sens large du terme, etc. Les individus ne sont pas restés totalement, je dirais, complètement extérieurs, protégés, ils ont été amputés. Et cette amputation, elle peut avoir des effets dans le temps, c'est-à-dire qu'il peut y avoir du trauma. Vous voyez. Et c'est pour ça, je reviens à votre question, c'est pour ça que la trace doit être gardée de ce qui s'est passé, parce que ce qui s'est passé n'est pas resté sans effet. C'est-à-dire que les individus, ils ne sont pas sortis de là complètement indemnes, psychologiquement, socialement, et au niveau de l'espace. Alors, je résumerai ce qui caractérise, à mon avis, la défense concernant cette pandémie, en disant qu'il y a eu un syndrome d'empêchement. Ça me paraît fondamental. Autrement dit, les individus aujourd'hui, à la fois sont fixés, mais en même temps, ils ont besoin indiscutablement de bouger, de liberté, d'individualisation, d'autonomisation, vous voyez. Et c'est à l'égard de ce besoin d'autonomisation qu'est venu s'implanter quelque chose qui est de l'ordre d'un syndrome d'empêchement. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut, à mon avis, penser les effets de ce que peut avoir un syndrome d'empêchement, qui sont lourds aujourd'hui, parce que jamais comme aujourd'hui, l'espoir d'autonomisation a été aussi fort. Merci beaucoup, Georges. Et alors, la transition est parfaite avec Antoine Garapon, donc magistrat honoraire, professeur affilié à Sciences Po, qui a fait plein de choses, je ne le présente pas, un des cofondateurs de l'Institut Covid-19 Ad Memoriam, qui a aussi beaucoup travaillé sur toute une série de sujets, que ce soit les attentats, la justice transitionnelle, les questions de réparation et autres, et qui aujourd'hui travaille beaucoup sur la question de la judiciarisation de la pandémie Covid-19, et peut-être aussi pour faire le lien, c'est ce mouvement de judiciarisation est-il lié au syndrome d'empêchement que mentionnait Georges tout à l'heure, et en tout cas pourquoi ce déplacement vers les arènes judiciaires de débats politiques, entre autres, que l'on voit avec la pandémie Covid-19. Tu montres bien dans tes travaux sur la question que ça s'inscrit dans une histoire longue de judiciarisation de la vie en société, mais avec des spécificités quand même liées à la pandémie. Donc, on a hâte de t'entendre également. Merci à toi. Merci pour cette invitation. Oui, alors moi, je me suis intéressé à cette question. Est-ce qu'on vit un moment singulier? C'est certainement pas en contemplant sa singularité qu'on va le comprendre, mais au contraire recherchant des références, et pour moi de le comparer avec m'arrêter sur un phénomène qui a été très caractéristique pendant cette pandémie, qui est toujours en cours d'ailleurs, qui est toujours en cours, mais qui se recompose assez rapidement, qui est ce qu'on peut appeler un phénomène de judiciarisation. Qu'est-ce que c'est que la judiciarisation? C'est l'utilisation de la justice, c'est une nouvelle utilisation de la justice pour obtenir d'autres finalités que celles qui étaient traditionnellement assignées au procès, et notamment, on le voit, on l'a constaté dans différentes vagues de judiciarisation, et notamment très récentes. Alors je voudrais aborder trois points, en tirer trois observations. Plaider par observation, comme on dit dans la justice, qui n'ont pas nécessairement de lien entre elles. La première chose, c'est que, pour vous donner quelques chiffres quand même, le parquet de Paris a enregistré 412 plaintes au pénal, je ne parle pas des actions civiles, contre un peu tout le monde, contre des ministres, des directeurs d'EHPAD, Santé publique France, les agences régionales de santé, mais aussi le SAMU, avec des incriminations très particulières,
pas les plus courantes, la mise en danger d'autrui, bien sûr, homicide et blessures volontaires, abstention de combattre un sinistre. C'est déjà abstention de combattre un sinistre. Je dois dire que dans ma carrière, j'en ai pas vu beaucoup. Alors, 156 plaintes devant la Cour de justice de la République. 156. Ça, c'est tout à fait nouveau. Cette explosion dans laquelle on voit des tas de choses nouvelles, mais qu'on a vues depuis, qui sont assez récentes dans le fond. Je pense au phénomène de la perquisition. La perquisition comme scène d'humiliation de la personne perquisitionnée. La perquisition comme manière de réaffirmer très, très temporairement un pouvoir sur le pouvoir. Donc ça c'est un phénomène qui est objectif, mais aussi des plaintes. Alors c'est intéressant contre le SAMU, contre des cousins, contre de la famille qui est venue dîner sans prévenir contre des amis pour contagion. Ça c'est très très nouveau. On s'accuse pénalement. On accuse pénalement des gens qui sont venus et qui n'ont pas dit... bon. On voit aussi des plaintes, notamment aux États-Unis, moins en France, mais qui sont intéressantes, qui concernent les rapports entre États ou les rapports supranationaux. Je pense bien sûr à l'action de l'Union européenne contre AstraZeneca, mais aussi on peut penser à la responsabilité de l'OMS qui a été mise en cause devant des cours nord-américaines, une accusation de la Chine comme étant responsable sur le plan international de la pandémie. Et bon, ça paraît un peu farfelu, mais en même temps, c'est comment dirais-je, oui, c'est nouveau et c'est pas complètement inimaginable d'un point de vue juridique de penser à une responsabilité sur le plan je pense à la Cour internationale de justice. Bon, elle s'y restera jamais, bien sûr, mais c'est intéressant. Ce qu'on a observé aussi, c'est l'arrivée la première fois qu'on assiste à une judiciarisation avec le numérique. C'est-à-dire que si vous voulez porter plainte contre l'État, faites l'expérience, vous allez sur le site de Corona Victimes et ça vous demandera à peu près moins de 2 minutes, mais la somme de 65 € pour consigner et ça augmentera la plainte contre l'État. Ça veut dire que ça donne une dimension pétitionnaire à l'action en justice. C'est-à-dire une pétition collective en réalité, avec où l'attaque devient virale. Ce qui est important, c'est de faire masse, ce qui est très contemporain d'ailleurs. Hein. Ce qu'on voit dans tous les mouvements sur les réseaux sociaux, c'est ce qui fait la force de l'accusation, c'est sa masse, beaucoup plus que sa consistance argumentative. La recherche de la gloire médiatique aussi, pour certains. Bon, et puis, alors, première observation, ce que je trouve très intéressant, c'est on assiste avec la crise à la recherche d'un transfert de culpabilité. Ce qui est important, c'est accuser le pouvoir, mais se détacher soi-même d'une culpabilité à l'égard de ses proches. Et donc, c'est de faire jouer à l'instance judiciaire un rôle qui n'est peut-être pas le sien, mais qui est d'une toute autre nature, Et dans le fond, ce transfert de culpabilité, comme chacun sait, c'est un thème. Alors, pour le coup, je ne sais pas si on le retrouve au néolithique, mais c'est un thème depuis la tragédie grecque. C'est le grand thème du tragique. De Eschyle jusqu'à Hitchcock, ou le nombre de films d'Hitchcock qui commencent par un transfert indu de culpabilité. Je pense que là, il y a un thème très important parce qu'il nous rappelle ce que disait Fauconnet, que la recherche d'une responsabilité a profondément à voir avec l'émotion collective. Et donc, on assiste actuellement, mais c'est pas récent, depuis ces dernières décennies, à une reconfiguration de la responsabilité politique, de la responsabilité médicale, etc., à partir de l'émotion, et non plus à partir de la recherche rationnelle d'un lien de causalité, avec un dommage.
Ça, c'est aussi un phénomène, qui existait déjà avant, si vous voulez, mais qui prend une consistance nouvelle. Et alors, comme les actions en justice, alors il faut faire très attention avec les actions en justice parce que d'un point de vue sociologique, ça demande énormément de précautions, mais vous le savez mieux quiconque, c'est-à-dire que ce sont des affaires qui commencent, dans lesquelles le bénéfice recherché, c'est un bénéfice tribunicien, interpellateur beaucoup plus que le fait de rechercher le résultat d'une action en justice. Et ce qui distingue cette judiciarisation de la judiciarisation américaine, par exemple, ou dans lequel ce qui est recherché à travers l'accusation, c'est pas une condamnation, mais c'est un motif pour dealer, pour avoir un bon deal et récupérer de l'argent. Là, je pense que c'est pas ce qui, c'est autre chose. On est dans une autre configuration parce que la mort convoque. La présence de la mort va convoquer des choses, encore une fois, de l'ordre de la culpabilité personnelle. C'est comme le montrent ces actions entre amis. Alors, un transfert de culpabilité qui nous ramène d'ailleurs au cœur de la justice pénale, une nouvelle attitude vis-à-vis du pouvoir. C'est-à-dire que accuser le pouvoir, alors là je me concentre sur un type de procès... oui, parce que je disais ça, je n'ai pas terminé ma phrase. Oui, sociologiquement, ce qui est important, et cette étude ne pourra être faite que dans 30 ans, ça sera de comparer le nombre d'accusations avec le nombre de condamnations. Et on se rend compte sur par exemple, les fonctionnaires publics, tout le monde crie, les médecins, les fonctionnaires publics, les élus, tout le monde dit « Ah, la judiciarisation, c'est horrible, on est accusé, on ne peut plus rien faire, ça tue l'innovation, ça tue l'action politique, et puis etc. » Mais en fait, quand on regarde les chiffres, avec 30 ans de distance, hein, on se rend compte que c'est, dans le fond, les condamnations, les accusations sont effectivement en augmentation, mais pas les condamnations. Donc, pour dire des choses intéressantes, fondées, justifiées, étayées, et non pas à chaud, il faudra 30 ans. Hein, sans ça, ça ne sera pas très, très valide. Alors, ce qu'on a vu, c'est une nouvelle attitude du pouvoir et une nouvelle attitude vis-à-vis du pouvoir. C'est-à-dire que cette accusation du pouvoir dit qu'il y a une très grande peur, mais qui ne s'accompagne plus d'une intimidation par le pouvoir. Et on peut, et j'y reviendrai parce que c'est à mon avis un élément tout à fait central, on peut attaquer le pouvoir, attaquer son député, attaquer n'importe quelle autorité, et bien sûr vous aurez fait le lien avec comment dirais-je, l'attitude si particulière de notre époque à l'égard des élites, à l'égard des experts. Mais avant d'arriver à ce point qui sera mon dernier point, dernière petite observation quand même, parce que ce qu'on constate aussi, mais ça c'est pas c'est une forme de judiciarisation, mais qui est tout à fait particulière. Le pouvoir en France a agi de manière tout à fait singulière, mais dans beaucoup de démocraties c'est pareil. C'est-à-dire qu'il a agi en court-circuitant ses propres instances. Et il a gouverné avec un conseil de défense, un conseil scientifique, en contournant le Parlement, on peut le comprendre, c'est fréquent, en contournant son propre gouvernement. C'est-à-dire qu'on a retrouvé la vieille tradition absolutiste française du gouvernement par les conseils, qui n'est pas... Alors là, panne de micro, non. Qui n'est pas... il ne faut pas se méprendre sur le terme absolutisme, hein, parce que l'absolutisme, c'est le contraire de l'arbitraire. L'absolutisme, c'est la recherche d'une rationalisation du pouvoir d'État. Par des experts. Donc c'est comme ça depuis le XIVe siècle. Là, je parle sous le contrôle des historiens. Mais donc c'est plutôt un retour à une forme de gouvernement qui est, par certains côtés, le cœur du pouvoir en France, à mon avis. Et qui a été contrôlé par un conseil, sur le mode du conseil qui était le Conseil d'État. Et non pas du tout sur une accusation de nature pénale, c'est-à-dire d'être responsable de la mort de quelqu'un. Alors, troisième et dernier point, et peut-être le plus... ce qui est le contenu de ces accusations, et là j'en isole quelques-unes, mais qui sont extraordinairement révélatrices, c'est que
on est venu attaquer dans ces actions en justice ce qui était la scientocratie. La scientocratie, non seulement un pouvoir qui ne sait pas, et une science trop arrogante et qui dévoile qu'elle ne sait pas grand-chose. Et alors, c'est explicite dans les accusations. Alors, c'est là où de faire un petit peu, de regarder un peu en arrière. Il y a la première vague de judiciarisation dans les années 90. Vous vous souvenez, c'est Papon, c'est le sang contaminé, c'est les premières affaires de pédophilie contre des instituteurs ou des affaires d'inceste, l'arrivée du thème de l'inceste sur le débat public, ce qui n'était jamais, ce qui n'était pas arrivé auparavant. Et à chaque fois, c'est le fantasme d'un pouvoir criminel, d'un pouvoir qui sait qu'a les moyens d'agir et qui les met au service, on pourrait dire, du mal, parce que je pense que c'est dans ces termes-là qu'il faut raisonner. Et donc, le mal vient, le danger vient de ceux qui devaient nous en protéger. C'est le médecin inocule le poison, l'homme politique déporte les populations, l'élu abuse du bien public, l'éducateur corrompt la jeunesse, le père saoule sa descendance, etc. Et on va le retrouver de manière très récurrente dans toutes ces actions. Et aujourd'hui, on est devant c'est ce que nous dit pour l'instant cette vague de judiciarisation. Cette vague de judiciarisation, elle a quelque chose de très intéressant parce que c'est un retour brutal du pouvoir de l'État alors qu'il avait déserté. Il était en train de partir sur la pointe des pieds et on avait un droit de moins en moins contraignant d'ailleurs ces dernières années. On avait vraiment la soft law, quoi, hein. Et tout d'un coup, on retrouve un État qui pose des limites très fermes et très fermes, mais pour des justifications qui ne sont pas du tout des justifications politiques, qui sont des justifications sanitaires. Et donc ça crée un choc. Et d'ailleurs, les juristes sont perdus, quoi. Les militants, les politiques sont perdus parce que le vieux vocabulaire des libertés individuelles, on voit bien que ça ne marche pas complètement parce qu'il y a une solidarité physique, humaine, biologiquement. Mais finalement, il y a derrière ces actions, et c'est la grande différence avec la première vague d'il y a 30 ans, c'est alors qu'il y a 30 ans, on reprochait à un État qui savait, qui était... bon, là, il ne sait pas. Il ne sait pas, il ne sait plus, et même la science ne sait pas. Mais alors, qui sait si le pouvoir ne sait pas ? Et je terminerai en faisant un lien avec notre ambiance politique, et notamment avec ce phénomène du complotisme, qui est assurément pas nouveau, mais qui est cette recherche d'un savoir absolu sur la société, d'un savoir absolu, et donc qui permet de retrouver des intentions, d'allouer des intentions au pouvoir. Et on est au milieu de ce paradoxe, hein, qui est notre situation, peut-être plus en France qu'ailleurs d'ailleurs, pour des raisons sur lesquelles on pourrait revenir. Ce paradoxe, c'est qu'on cherche à se rassurer devant cette défection du pouvoir en mobilisant une autre branche du pouvoir qui est le pouvoir judiciaire, celui des juges. Et ça montre pour moi, juge, la responsabilité qui pèse sur le droit et sur le droit comme ultime médiation, le droit comme recherche d'une médiation lorsque toutes les autres médiations symboliques sont en train de s'effriter, voire de s'effondrer. Et c'est ça, à mon avis, ce paradoxe de la judiciarisation. Merci beaucoup, Antoine. Est-ce que Georges... Jean-Paul ? Oui, non, moi je suis très sensible évidemment à ce qui a été dit et globalement je suis d'accord. Ce qui me paraît en revanche mériter une réflexion, c'est peut-être creuser vraiment le pourquoi. Et il me semble, alors je vais être un peu simpliste. J'espère que vous allez me le pardonner, mais je pense que la simplification va quand même dans le sens d'une explication possible. Ce qui me paraît s'être accru dans ces périodes récentes, c'est, je répète, je suis simpliste, hein, c'est quand même le sentiment
que nous pouvons disposer d'une autonomisation, que nous pouvons disposer de nous-mêmes beaucoup plus que nos ancêtres pouvaient disposer. Et à ce moment-là, ce qui devient insupportable, c'est la limite portée à cette autonomisation. Et j'ajoute, et ça me paraît fondamental, cette limite, elle est de plus en plus de type psychologique. Et quand on voit monter les termes, on en a souvent parlé avec Antoine, quand on voit monter les termes nouveaux, moi j'avais conclu mon histoire du viol en disant le crime sexuel devient la violence de notre temps. Mais qu'est-ce que c'est que le crime sexuel? C'est un crime physique, mais c'est un crime psychologique. Et ce qui devient de plus en plus inquiétant, c'est le fait que nous sommes contraints psychologiquement, d'où les mots complètement nouveaux, harcèlement, et ce mot récent, à mes yeux fondamental, emprise. Emprise. C'est de plus en plus présent. Et cela, ça renvoie bien à cette inquiétude qui est croissante et qui est, mais mon espace psychologique, mon espace physique deviennent des espaces contraints. Et c'est très différent de ce qu'était l'aliénation au XIXe siècle, par exemple. Et c'est très nouveau parce que c'est ce versant individuel, psychologique, que je renvoie personnellement à la notion de domination. Et c'est vrai que du coup, on voit effectivement monter inceste, pédophilie, etc. Même jusqu'à Biden accusé de pédophilie. Je crois que c'est cette inquiétude-là qui me paraît être au cœur des difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Je peux me tromper, et je répète, je suis simpliste, mais j'assume le fait de l'être. Oui, sur l'histoire longue, je voudrais revenir sur la question de la culpabilité, justement, puisque la grande peste du XIVe siècle, on a tout de suite évidemment accusé les Juifs d'avoir empoisonné les puits. Et donc il faut toujours qu'il y ait un coupable. Là, dans l'actuelle pandémie, comme vous savez, les personnes d'origine asiatique ont été prises à partie, aussi bien en France qu'aux États-Unis. Donc il y a cette question du coupable et du coupable caché. Et qui est qui peut reposer qui est très traditionnel dans beaucoup de sociétés. Par exemple, l'anthropologue Jeanne Fabray, dans son livre sur la sorcellerie dans le bocage, elle montre qu'il n'y a que, oui, il faut taper dessus en fait. Voilà, c'est ça. Il n'y a que des ensorceleurs. On ne connaît pas les. Bon, on soupçonne des gens, mais elle n'a jamais rencontré de véritables personnes qui faisaient de la sorcellerie, qui disaient en faire. Mais en revanche, il y a des ensorceleurs, et Lévi-Strauss aussi avait fait la comparaison entre le rôle du psychanalyste et le rôle de certains chamans, faire parler les gens pour essayer d'identifier le mal. Donc dans beaucoup de sociétés traditionnelles, il y a cette idée qu'il y a des individus maléfiques qui sont la cause du mal et qu'il faut démasquer, et ça va évidemment provoquer des assassinats, des lynchages, etc. Sinon, sur l'enfermement lui-même, Georges parlait de la grande peste. On a aussi, si je me place du point de vue de l'archéologue, l'exemple des léproseries, dont on a plusieurs exemples, qui étaient effectivement un enfermement. Les gens étaient enfermés dedans, ils avaient le droit de sortir, mais en agitant des crécelles pour prévenir de leur passage. Si on remonte plus loin dans le temps, le plus ancien témoignage qu'on ait d'une description d'une épidémie, c'est la grande peste d'Athènes au 5e siècle, où Périclès et d'autres vont mourir, mais on ne sait pas ce que c'est en fait. On ne sait pas encore, on saura sans doute un jour si on peut analyser les charniers, mais on a supposé effectivement la peste, la variole, même Ebola, parce que c'était un
un navire qui était censé venir d'Afrique, justement, venir de loin, qui aurait apporté cette épidémie. Mais les descriptions, notamment celles de l'historien Thucydide, sont insuffisantes. La première peste certaine, c'est sous l'Empire byzantin, avec la peste de Justinien. Sinon, maintenant, l'archéologie, effectivement, a des moyens de plus en plus précis pour déterminer les maladies anciennes. Avant, on pouvait déterminer que s'il y avait des atteintes osseuses, mais maintenant, avec l'ADN, on a pu identifier des cas de peste déjà au 3e, voire 4e millénaire avant notre ère en Europe, même si on ne sait pas encore quel était le degré de létalité des maladies en question. Mais c'est évident qu'on va progresser dans les années qui viennent, notamment par les études génétiques, pour arriver à pister ces épidémies, puisque quelquefois on voit une région tend à se dépeupler ou un système s'effondre. C'est des études qui sont très, très dans le vent actuellement, le célèbre livre Effondrement de Jared Diamond, etc. Mais souvent, les causes de ces effondrements ne sont pas toujours connues. En général, d'ailleurs, elles sont multiples. Mais il y a un intérêt pour les épidémies. Il y a un livre récent pour attribuer l'effondrement de l'Empire romain à des maladies. Alors, en réalité, les causes étaient multiples, mais plus on va progresser dans l'étude archéologique ou archéogénétique de ces épidémies, plus on progressera sans doute dans la compréhension de moments où des civilisations apparemment prospères semblent s'effondrer, où on observe une diminution de la population. Donc ça ne retire rien à ce qui vient d'être dit par mes deux camarades et amis sur le fait qu'effectivement c'est quand même un événement par ailleurs tout à fait inédit sous de multiples aspects, mais qu'il y a aussi certaines constantes propres à Homo sapiens, du moins à partir du moment où il a commencé à se fixer. Antoine, tu veux réagir ou est-ce qu'on prend des questions de la salle? Alors, avec l'idée que c'est à la fois en présentiel et pas en présentiel, qui n'est pas très simple pour... Alors, D'accord. Ça marche. Vas-y. Bon, très bien. Non, il y a la question Georges, que tu posais, du jusqu'où. Oui. Du jusqu'où. Et jusqu'où, ça caractérise. Quand il y a un lien direct qui avait été établi par Cohen sur la panique morale et le libéralisme. C'est-à-dire cette idée que la judiciarisation, ça caractérise toujours une panique morale de se dire mais jusqu'où on va aller. Bon, jusqu'où on va aller, et du coup, il faut se rassurer par des actions. L'amputation que je subis est insupportable. Tu vois. Et là, tout d'un coup, on a plus qu'une amputation. On passe d'un chemin lent vers le post-politique et le post-juridique à quelque chose du pré-politique assez durail. Oui, bonjour. Je suis Annie Desescales, je suis démographe. Alors, j'ai posé une question un peu à côté de ce que vous avez pu dire les uns et les autres. Mais je profite du campus Condorcet et du fait que toutes les disciplines, justement, se mélangent et se mêlent. Et que le sujet de cette table ronde est la question de la trace, pour vous demander ce que vous, avec vos points de vue respectifs, vous pouvez nous dire des traces démographiques de la pandémie. En termes, alors, nos grands sujets d'analyse, c'est la fécondité, la mortalité, les mobilités. Qu'est-ce que ça, vous pouvez nous dire de ça, de vos points de vue respectifs disciplinaires? Démographie.
Moi, je peux en parler que par le passé, mais effectivement, on a des moyens d'estimer la démographie ancienne, notamment avec les cimetières. C'est des travaux de regretté Jean-Pierre Bocquet-Appel, par exemple, pour les périodes anciennes, pour ce qu'on appelle justement la paléodémographie. Donc il y a des périodes où on observe des creux, justement, dans les courbes démographiques. On peut aussi compter le nombre d'habitats, leur surface, etc. Et justement, ces débats sont actuels dans la mesure où on discute sur l'effet de comment interpréter ces courbes. Et effectivement, depuis que les pandémies sont arrivées au premier plan depuis une vingtaine d'années, on réfléchit de plus en plus sur l'effet des pandémies anciennes sur ces baisses fortes de démographie, mais qui peuvent avoir aussi d'autres conséquences. Dans la situation actuelle, c'est pas à moi de le dire, mais je pense pas que ça va se voir beaucoup en termes de mortalité. Non, moi je suis totalement d'accord. Ça ne se voit pas beaucoup. Simplement, ce qui me paraît mériter d'être mis en évidence, c'est d'une part que les grandes pandémies ont confronté dans le temps au fait que sur l'instant, il était difficile, voire impossible, d'enterrer les victimes. Et les images terribles sont celles qui portent sur le fait que les morts se trouvent dans les rues. Je pense à un très beau livre de 1660 de Maurice de Tholon, qui est une sorte de clerc appelé à Gênes pour réagir, etc., parce qu'il était considéré comme à la fois aidant et intervenant. Et lui, il était frappé par le fait qu'à Gênes, les morts étaient débarrassés le plus difficilement du monde, qu'on les installait sur la plage, que ça a traîné des sortes de masses absolument insupportables, et que ces masses étaient ensuite mises sur des barques qui ensuite étaient brûlées sur la mer. Bon, alors c'est vrai, je reprends ce que disait Jean-Paul Demoule. Le chiffre sur un an ou deux, 100 000 morts, 200 000 morts, c'est pas des chiffres absolument écrasants. En revanche, ce qu'il faut prendre en compte, et là, ça renvoie à une question fondamentale sur notre propre psychologie. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ce qui est insupportable, c'est la vision médiatique. En particulier, je pense à ces images italiennes où on voyait les malades embarrasser les couloirs des hôpitaux. Ça, c'est insupportable, vous voyez. Et il y a en même temps cette idée selon laquelle nos sociétés techniques doivent être en mesure de résister à la mort. Et finalement, à la limite presque de la supprimer. Donc il y a tout cet imaginaire-là qui est un imaginaire neuf, et qui est un imaginaire qui est en marge en quelque sorte de la démographie, et qui crée un imaginaire de la démographie. Vous voyez, c'est ça qui me paraît très important. Et ce qui a été insupportable, évidemment, c'est de voir les malades embarrasser les couloirs, mais aussi les enterrements qui se déroulent sur un mode extraordinairement contrôlé, extraordinairement limité. Tout ça, ça crée un imaginaire de l'insupportable qui n'est pas lié directement à l'effet démographique. Ah, pardon, Jean-Paul. Oui, je voulais juste ajouter qu'effectivement, c'est en lien aussi avec la visualisation et la médiatisation, parce que avec cette pandémie, on a appris, en tout cas moi, l'existence de la grippe de Hong Kong dans les années 68-69. Moi, j'avais 20-21 ans. Bon, notre génération peut-être faisait la révolution ou avait d'autres préoccupations, mais en tout cas, on ne l'a pas vu. Or, on dit c'est 1 million de morts, dont plusieurs dizaines de milliers en France. Alors que la grande peste du Moyen-Âge, c'est entre un tiers et la moitié de l'Europe.
Donc ça va avoir des effets, mais pas si longtemps que ça. Bon, c'est tous les thèmes de la danse macabre, etc., qui va revenir, mais pas trop longtemps. La grande peste de Marseille au XVIIIe siècle, qui laisse aussi des traces archéologiques. On avait construit un grand mur pour enfermer Marseille, qui existe toujours, qu'on peut voir. La population de Arles, où j'habite, ça a été 40% de mortalité. Mais ça n'a pas, c'est pas des choses qu'on apprend beaucoup dans l'histoire de France. Tandis que maintenant, effectivement, grâce à la médiatisation aux réseaux sociaux, malgré un nombre de morts pas si élevé que ça, même s'il y a des séquelles neurologiques graves, elle est beaucoup plus médiatisée. Oui, moi je suis évidemment tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que ce qui est intéressant comme question, c'est l'enjeu imaginaire. Je pense à un autre exemple. J'évoquais tout à l'heure le choléra, je ne veux pas m'attarder là-dessus, mais un des effets terribles dans l'imaginaire du choléra, c'est à la fois qu'il atteignait des personnes socialement différentes. Je pense en particulier à la mort de Casimir Pervier, qui était le Premier ministre, qui meurt du choléra. Mais c'est en même temps une autre image qui a été vécue de façon absolument terrifiante. C'est le fait que, là encore, il y avait une difficulté d'arriver à contrôler les morts et à les enterrer. Donc, le choix qui a été pris a été d'utiliser ce qu'on appelait des tapissières, c'est-à-dire des grandes berlines de déménagement, et de mettre les cercueils à l'intérieur des tapissières et de les faire circuler uniquement la nuit. Terreur terrible, parce que dans la nuit, le bruit des tapissières sur le pavé, avec parfois de temps en temps des cercueils qui sont tombés, ça entraînait une sorte de panique totale, vous voyez. Donc il y a à la fois l'effet réel et l'effet imaginaire que l'on ne peut pas, à mon avis, ignorer. Oui, non, moi, en tant que juriste, je n'ai pas grand-chose à dire aux démographes, si ce n'est que c'est poser la question négative. Quand on voit le nombre de morts de la grippe espagnole, pourquoi est-ce que personne n'a songé à faire un procès à qui que ce soit pour la guerre espagnole? Bon, on a affaire pour la guerre 14, ça a même été le début de la justice pénale internationale dans les articles 221, 222 du traité de Versailles. Là, on s'est dit, il faut trouver un responsable pénal de la guerre. Bon, mais pas pour la grippe espagnole. Grippe de Hong Kong, pareil. Pourquoi aujourd'hui cette judiciarisation? Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'imaginaire? Hein, et je crois que là, il y a peut-être, il faut chercher peut-être une explication du côté du rituel, le besoin d'un rituel, nos sociétés modernes, pour sceller quelque chose de notre destin. Pardon. Bonjour, Nathalie Bajos, je suis sociologue. Moi, j'aurais bien aimé prolonger la question d'Aline autour de... et qui fait d'ailleurs aussi partie de la démographie, mais aussi de la sociologie, c'est la question des inégalités sociales. Dans toutes les grandes pandémies se retrouve cette question ces crises, ces pandémies nous révèlent les inégalités sociales qui structurent la société, en même temps les accentuent ou pas. Et quel est votre regard d'historien, d'anthropologue sur ces questions d'inégalités sociales et autour de la vie aussi, parce qu'il y a le nombre de vies, mais il y a aussi quelles sont les vies qui disparaissent plus que d'autres, si je puis dire, au-delà de l'effet strictement démographique lié à l'âge et aux comorbidités. Les vies qui n'ont pas la même valeur, selon... voilà, dans tous les pays, on voit par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, que les classes populaires et les populations racisées meurent beaucoup plus du Covid que les autres. Qu'est-ce que ça vous inspire? Merci. Votre question est évidemment absolument fondamentale. Moi les connaissances que j'ai, c'est effectivement que face à la peste, il y a une très grande différence selon la situation sociale, tout simplement parce que le grand slogan lors de la peste, en particulier la grande peste médiévale de 1347-48, c'est partir loin, vite, longtemps. Qui peut partir? Vous voyez, qui peut partir? C'est Boccace qui disait ça. Et partent effectivement ceux qui peuvent avoir la possibilité d'avoir un logement plus loin, etc. D'ailleurs, je dirais l'imaginaire de la peste aussi, c'était quels sont les lieux où on meurt le plus.
voyez ? Et donc, bon, ça c'est un exemple. Maintenant, vous avez un deuxième exemple qui est effectivement celui du choléra, où la grande phrase c'était « ce sont les hommes en haillons et mal habillés qui sont partis les premiers ». Parce que déshérités, susceptibles de contamination plus forte, etc. En revanche, il y a des pandémies qui pose de façon différente, à mon avis, le problème de la différence sociale, parce que le virus circule d'une manière beaucoup plus difficilement contrôlable. Je pense à la variole. Il ne faut quand même pas oublier que des grands personnages meurent de la variole. Louis XV meurt de la variole en 1774. Parce que là, vraiment, la façon dont le virus circule est très, très difficile à contrôler. Et donc, voilà un exemple parmi d'autres où la différence sociale est moins importante. Mais globalement, évidemment, la différence sociale est centrale quant à la différence de mortalité. Dans la pandémie actuelle, si on enquête auprès des services de réanimation, on a en majorité des hommes donc mâles, âgés, issus de l'immigration, appartenant évidemment aux couches populaires, confinés dans des petits appartements et faisant des métiers à risque. Donc, bien sûr, il y a toujours des exceptions. Hein. Le président du conseil départemental d'Île-de-France, ancien ministre Patrick Devedjian, est mort du Covid. Il y a des cas, mais globalement, quand on disposera de statistiques complètement précises, on pourra l'affirmer en faisant évidemment la part de l'âge aussi, mais le lien paraît évident. Pour la période préhistorique, je ne pourrais pas vous en dire beaucoup. Bonjour, merci. Karine Baxer, anthropologue à l'IRD. Je n'ai pas assisté au début de la table ronde, alors je ne sais pas si vous l'avez évoqué, mais je me posais la question des causes environnementales qui sont décrites dans le cadre de cette épidémie, notamment en lien avec la baisse de la biodiversité et le rapprochement des êtres humains aux espèces animales. Voilà, je me demandais si vous aviez qu'est-ce que vous pouvez en dire à travers vos travaux, enfin... Oui, ce que j'avais dit au début, c'est que la plupart des maladies, enfin une partie des maladies humaines sont attestées chez les chasseurs-cueilleurs du Paléolithique, souvent en lien avec des animaux d'ailleurs, mais que comme il s'agit de groupes de 30 ou 40 personnes qui ont plus nomadisme, ça ne portait pas à conséquence. À partir du moment où on rassemble les gens, où on invente l'agriculture sédentaire et on fait exploser la démographie humaine, donc qui passe de 2 millions à 1 ou 2 millions, je veux dire, à 7 milliards, on concentre les gens et on les concentre aussi avec les animaux domestiques qui vont donner un certain nombre de maladies, la tuberculose avec les bovidés, la brucellose avec les moutons, et puis les animaux dits commensaux, les rats avec leurs puces, certains oiseaux, etc. Donc les animaux dits parasites. Et par ailleurs, comme vous le disiez, on diminue de plus en plus l'espace sauvage. On ne sait toujours pas exactement ce qui s'est passé en Chine au départ, laboratoire ou pas, mais en tout cas virus naturel pour l'instant, mais sans doute issu une des hypothèses est issue d'une mine où il y avait des chauves-souris. Donc effectivement, réduction de plus en plus d'espaces sauvages, il n'y a presque plus d'espaces sauvages, ils sont contrôlés et donc il y a évidemment sinon une responsabilité pénale, du moins une causalité évidente de nos rapports à l'environnement qu'on peut dater effectivement des débuts de l'agriculture, mais qui ensuite, dans notre logique d'espèces invasives, n'a pu que s'accentuer. Bon. Bonjour, Magali Moisan, maîtresse de conférences en archivistique. Je voulais vous interroger sur la notion de traces dans sa matérialité, les traces que les pandémies laissent et ce que dit en fait la manière de laisser des traces dans le temps, puisqu'en fait on voit avec la pandémie de Covid, la manière dont on laisse des traces, la manière dont on organise la collecte de ces traces,
me semble-t-il, change, et je voulais avoir votre opinion sur ce sujet dans vos disciplines respectives. On a des charniers, on a des charniers de la peste du Moyen-Âge, on a retrouvé des charniers de la peste de Marseille, on a aussi des charniers dans la ville d'Issoudun qui sont sans doute en rapport avec la variole. On a les restes d'enfermement dont je parlais tout à l'heure, les léproseries, le mur autour de Marseille. On a les traces aussi génétiques. On a les traces démographiques dont on parlait tout à l'heure. Après, pour la période actuelle, Frédéric Keck parlait ce matin, se demandait si les archéologues allaient trouver des grandes couches de masques dans les fouilles ultérieures. Normalement, ça devrait laisser des traces, mais on produit tellement de déchets et on pollue tellement partout que pour l'histoire des masques, j'ai pas encore d'avis très, très tranché. Sinon, il y a pour les traces plus modernes, sociologiques. Moi, ce que je trouve, évidemment, c'est les traces matérielles sont absolument fondamentales. Mais ce que je trouve aussi intéressant, c'est de suivre les traces des témoignages, ceux qui ont parlé. Et je voudrais prendre 2 ou 3 exemples rapides. Je pense en particulier à ce livre magnifique de Leroy Ladurie, Montaillou, où il a retrouvé les archives d'un village du XIIIe siècle. Et il constatait que des personnes sont victimes apparemment de la maladie identique, donc apparemment ils se sont contaminés, alors que les témoins expliquent ou présentent cette maladie comme n'ayant aucun rapport de contamination, comme aucun rapport de communication. Donc il y a en quelque sorte la construction de l'idée de contamination qui traverse le temps et dont on peut repérer des indices à partir des témoignages. Je pense aussi que ce qu'il faut dire, moi ça me paraît très intéressant ça, il y a l'accroissement d'une sensibilité, il y a l'accroissement d'une sensibilité à l'égard de la maladie. Je pense à des articles très beaux qui portent sur les journaux intimes et qui montrent que quand on travaille sur le journal intime, c'est évidemment, le journal intime, ça remonte pas à des antiquités très loin, mais quand on commence à s'intéresser aux journaux qui ont pu émerger au XVIe et que l'on continue la trace 17-18, on voit qu'au XVIIIe, la présence de la maladie est beaucoup plus forte. Et moi, ce qui m'avait frappé quand j'avais travaillé sur le sentiment physique interne, il y a une histoire de la sensation interne à faire. Ce que j'avais tenté de faire dans ce livre qui s'appelait « Le sentiment de soi », c'était de montrer que l'alerte à l'égard de ce que l'on ressent croît avec le temps. Et si vous vous intéressez à l'alerte, par exemple chez Montaigne, Montaigne a des descriptions magnifiques de la douleur. Et si vous comparez les descriptions de Montaigne avec les descriptions qui sont proposées au XVIIIe par Condorcet ou d'autres, vous voyez que Condorcet est beaucoup plus exigeant que ne l'était Montaigne. Donc ça, c'est très important, à mon avis, historiquement. Vous voyez. Bon, maintenant, voilà, il faut travailler avec les sources dont on dispose. Et je trouve que les sources écrites, pour me répéter, ne sont pas négligeables. Ce qu'on voit dans les demandes qui sont adressées à la justice, je pense à des procès en Allemagne d'ailleurs, c'est qu'on a trop de traces, on a trop de documents, on a trop de... on fait un procès non pas pour découvrir des choses qu'on n'aurait pas découvertes, mais pour rationaliser une surabondance incroyable de documents, tellement grande qu'elle devient une manière pour le pouvoir de se cacher ou d'échapper à sa responsabilité. Donc en fait, il y a une demande tout à fait nouvelle et à mon avis en partie déplacée. Bon, ça on demande à la justice de dire enfin la vérité, comme si c'était... Aussi, ce qui paraît, il y a une autre, évidemment, 1000 fois d'accord, mais il y a une autre source que je trouve intéressante, c'est celle des règlements. Et quand vous suivez, par exemple, les règlements de peste, vous vous rendez compte qu'il y a une prise de conscience progressive que le danger vient de l'extérieur et qu'il est à contrôler. Vous voyez, par exemple, je ne sais pas, dans les premiers témoignages, le danger, c'est la vengeance divine. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Des processions, il faut enterrer le dragon à l'extérieur de la ville, etc. Et puis, progressivement, la peur change, la peur continue, mais la peur change d'objet. Le danger vient de l'extérieur, donc il faut fermer, il faut créer des sortes de patentes de santé pour ceux qui rentrent dans la ville. Vous voyez, et donc ça s'accentue. Et le règlement montre
l'accentuation de l'exigence et l'accentuation de l'objectivation, toujours relative. Si je peux me permettre de... Ah oui, bon alors je vais profiter que j'amène le micro pour poser une question entre-temps. Je voulais rebondir sur le propos d'Antoine Garapon pour poser 2 questions, peut-être pour revenir à l'interrogation de Nathalie sur la manière dont on collecte des traces précisément sur ces inégalités sociales de la pandémie. Est-ce qu'il s'agit d'être proactif en allant au-devant de personnes qui vont moins témoigner, moins faire circuler de la parole dans l'espace public ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé, en fait? Corrélativement, en sens inverse, et par rapport à ce que vous veniez de dire, Antoine Garapon, sur le trop de traces, moi je pense à la nouvelle de Borges sur la mémoire qui envahit tout parce que la personne ne peut plus rien oublier, en fait. Et alors voilà, je voulais voir au fil des mois qui s'écoulent comment effectivement un travail de discrimination ou de tri avec le tamis va se faire ou peut se faire, devrait se faire dans votre travail. Voilà. Et Jean-Marie, je t'apporte le micro. Alors, c'est une très bonne question parce que en réalité, pour témoigner, il faut d'abord se sentir atteint et se sentir victime, ce qui sont 2 choses différentes. Beaucoup de gens se sentent atteints mais ne se sentent pas victimes et n'ont pas l'idée d'imputer leur mal à quelque chose d'autre que le destin, quoi. Et donc, ce que je dis, c'est vrai aussi de la violence politique. On sait que dans la violence politique, il y a tout un processus auquel ont largement contribué les ONG. Il y a une mondialisation du sentiment de la victimité. Et je dis ça sans aucune ironie, c'est-à-dire que je me souviens moi d'une réunion en Afrique du Nord il y a 30 ans où tout d'un coup, des gens qui avaient subi des persécutions incroyables comprenaient en discutant avec des ONG qu'ils avaient été victimes. C'est pas du tout spontané, quoi. Historiquement, c'est pas à toi, Georges, que je vais expliquer ça, mais le fait d'imputer son sort terrible à quelqu'un n'est pas du tout spontané. Et c'est la condition du témoignage. On ne va pas témoigner sans cela. Donc là, je crois qu'il y a un travail considérable qui est fait par les avocats, et qui est fait par les avocats parce que les avocats co-construisent les plaintes en effectuant ce travail. À partir d'une plainte qui est souvent déplacée, mal argumentée, tout le travail, c'est de la mise en plainte, on pourrait dire, de la mise en langage de la plainte. C'est une manière de construire, voilà, c'est plus que de collecter des traces, c'est de permettre à des sujets de se constituer comme sujet de droit et sujet de créance, etc., etc. Oui, Jean-Marie Robin, c'est un peu sur le même point où je voulais intervenir. J'ai été contacté par un avocat dont son propos n'est pas du tout de faire instruire une plainte contre une personne en particulier, mais de faire en sorte qu'un juge, alors je ne suis pas juriste, ne me demandez pas quel juge, mais obtienne que en fait, l'ensemble des archives au niveau de l'Élysée, des différents ministères et des différentes agences de l'État puissent être sécurisées. Parce que sa crainte, et en particulier effectivement parce que beaucoup de choses sont gérées par le Conseil de défense ou des conseils dont les limites ne sont pas très claires, qu'en fait beaucoup de documents essentiels disparaissent et qu'on ne puisse pas après de façon sereine revenir sur ce qui s'est passé pour déterminer ou pas des responsabilités juridiques, mais effectivement pour avoir les documents importants. Et je voudrais savoir ce que vous en pensez de ce type de démarche justement. Ah ben, ça, c'est une démarche, elle est extrêmement importante. Parce que elle est importante pour capter des traces à leur moment constitutif. Et puis après, l'autre problématique, c'est de les conserver. Il y a d'immenses problèmes de savoir qui vont garder qui va garder, par exemple, les archives des tribunaux internationaux. Bon, le Rwanda revendique d'en avoir le monopole et de conserver toutes ces archives, et ça fait grincer beaucoup de dents en disant que vont-ils faire de ces archives. Donc, il y a 2 problèmes, si vous voulez, dedans. Le premier problème que vous soulevez, c'est la question de aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de dissimuler une preuve. La question est exclusivement
économique et technique. Parce qu'en réalité, c'est tout à fait singulier. Hein. La guerre de Syrie est une guerre qui a été filmée, surfilmée, qui a des millions de vidéos amateurs par les services syriens, par les Russes, par l'armée. Bon, c'est absolument incroyable. Donc il y a une révolution dans la preuve et dans la trace aujourd'hui du fait de la surabondance. Et alors, encore une fois, 2 questions. Et c'est vrai pour l'Élysée comme pour n'importe quel de vos ordinateurs, c'est qui a l'argent pour pouvoir repérer dans des informations non taguées, c'est-à-dire qui n'ont pas été pré-classifiées, c'est ça qui a coûté, ça coûte excessivement cher. Et puis deuxièmement, qui a les moyens technologiques de les interpréter, de les lire, en sachant que la durée de vie d'un logiciel est de plus en plus brève. Et donc, paradoxalement, c'est le problème des preuves. Garder les preuves numériques est quelque chose d'infiniment plus complexe du fait de l'obsolescence des logiciels. Et qui va garder les logiciels? Quelques grands groupes. Par exemple, je pense par analogie sur la guerre en Syrie. La guerre en Syrie, qui détient la mémoire la plus exhaustive des exactions et des opérations militaires en Syrie? C'est Facebook et Google. Qui détient les instruments de classification? Facebook et Google et les GAFAM. Qui détient les instruments d'interprétation et de restitution sous forme de preuves? Les mêmes. Donc, si vous voulez, c'est une véritable révolution qui est... Et donc, pour répondre, le travail des avocats est très important, mais l'Élysée, si on veut faire disparaître des documents, pour peu qu'ils aient une existence numérique, ce qui est le cas de la plupart d'entre eux, ils sont quasiment indissimulables. Je ne sais pas pour changer de sujet, mais ça me fait penser à un problème que je trouve terrible. À un moment donné, moi j'étais un peu impliqué dans les questions de la Bibliothèque nationale, et la Bibliothèque nationale est confrontée à la nécessité de garder les supports eux-mêmes changeant avec le temps, etc. C'est un problème beaucoup plus large et terrible, quoi. Non. Après, la difficulté, si vous voulez, mais ça, on rentre dans la technique juridique, judiciaire, c'est tout un travail auquel je suis associé, de comment on transforme une trace numérique en élément de preuve discutable dans une cour de justice selon les différents systèmes judiciaires. Ça, c'est une très, très grande question. Parce que c'est ce que devant le judiciaire, il va falloir remonter d'où vient cette trace, qui l'a manipulée, est-ce qu'il s'agit d'une image première ou seconde au point de vue numérique, qui l'a taguée, qui l'a conservée, et plus l'ironie de la science, si vous voulez, c'est que plus les techniques des deepfakes s'améliorent, et s'améliorent de mois en mois, plus il devient quasiment impossible de répondre à ces questions. D'un point de vue archéologique, s'il y avait une catastrophe générale, il ne resterait de notre civilisation d'écrits que les pierres tombales et les plaques d'inauguration des bâtiments. Il y a une célèbre BD en cours d'Enki Bilal, d'ailleurs, sur ce thème que vous devez connaître. Merci à tous pour cette table ronde. On va conclure et on vous remercie en particulier, vous trois, mais aussi les questions de la salle, pour ces réflexions croisées sur ce moment singulier, sur les traces et mémoires et sur l'énorme chantier là, qui nous attend dans une réflexion sur la mémoire de la pandémie. La table ronde sera disponible, je regarde Marie Gaille, en streaming sur le site du réseau organisateur de la conférence. Il sera aussi disponible spécifiquement sur cette table ronde sur le site de l'Institut Covid-19 ad Memoriam, de manière à garder trace et mémoire de ces échanges. Merci à tous. Purement électronique.